Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, le président de la transition a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de la construction de l'échangeur de Bambeto. Cette infrastructure sera réalisée sur la transversale numéro 2 et financée à plus de 26 millions de dollars pour un délai contractuel de 30 mois. La Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF a tenu ce mercredi sa première audience politique sur 2 personnes poursuivies pour blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et corruption. Le procès a été renvoyé donc au 20 avril prochain à la demande de l'avocat de la défense. Afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, le gouvernement de l'ancien régime avait rendu la césarienne gratuite dans les hôpitaux du pays. De nos jours, la réalité est toute autre. C'est le sujet de notre grand angle du jour avec Marissa Camara. Bienvenue à tous. Dans 30 mois exactement, les interminables embouteillages devront cesser au rond-point de Bambeto dans la commune de Ratouma. Les autorités de la transition ont procédé ce mercredi à la pose de la première pierre des travaux de construction et d'aménagement de l'échangeur de Bambeto sur la transversale numéro 2. C'est une infrastructure moderne financée à plus de 26 millions de dollars. Reportage Justin Leno, Aliouba. Voici en image la maquette de l'échangeur qui sera construit au rond-point de Bambeto. L'infrastructure à la pointe de la modernité sera implantée par une entreprise chinoise qui promet toute son expertise, notamment le respect des normes et le délai d'exécution des travaux. Nous avons l'honneur d'entreprendre le projet de construction et d'aménagement de l'échangeur de Bambeto, ce qui est également la meilleure solution pour résoudre le problème de l'embrayage au carrefour entre la route de Prince et la transversale numéro 2 à Conakry. L'initiative soulage les usagers car l'endroit est reconnu pour ses embouteillages interminables. Vous aurez un échangeur ici à 3 étages avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et un pont. Avec les travaux de construction de cet échangeur, les conséquences liées aux embouteillages pourraient sans doute augmenter, pensent déjà les citoyens. Mais le ministre des Infrastructures et des Transports nous parle de la solution trouvée à cet effet. Nous avons prévu des routes de déviation par là, de l'autre côté et de l'autre côté. Nous comptons mettre un échangeur à Hamdallah également, un à Koza et un à Nkosek. Le délai d'exécution des travaux de construction et d'aménagement de l'échangeur du rond-point de Bambeto, y compris la transversale numéro 2 T2, est de 2 ans et demi. Et puis parler de ces travaux de construction de l'échangeur qui débute ce 4 avril, c'est aussi parler des potentiels déguerpis de périmètre de l'édifice. Mais qu'en est-il justement de leur situation? Nos reporters Fatoumata Bintabari et Aliouba ont tendu leur micro à certains d'entre eux. Suivez leur réaction. Toutes ces constructions doivent être détruites pour entamer les travaux de construction de l'échangeur prévu à Bambeto. Amadou Baïlo Diallo fait partie de ceux qui sont sommés de quitter ces lieux. Il y vit depuis 15 ans. Vraiment, on demande à l'autorité de nous aider à avoir là où c'est débrouillé. Parce qu'on sait que dès qu'on commence de faire le pont ici, on sera déguerpi ici sans remboursement ni rien. Il se réjouit de l'initiative, mais craint une chose, l'ineffectivité du dédommagement des déguerpis. La procédure a toujours été longue. Il arrive même que certaines victimes de déguerpissement ne perçoivent jamais les montants alloués au dédommagement. Ça ne va pas vraiment se faire à l'immédiat, mais néanmoins, je sais bien que beaucoup de maisons vont être démolies, beaucoup de maisons, et il y a beaucoup d'étages à côté, à l'alentour ici. Je pense qu'il doit vraiment essayer de se concerter avec les propriétaires de ces maisons-là, afin vraiment de ne pas que se passe, c'est des familles avant tout, c'est des Guinéens aussi, donc il doit être rétabli à leurs droits. Cet échangeur permettra de fluidifier la circulation dans cette partie de Bambeto. C'est un projet ambitieux et comme dit l'adage, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Les citoyens qui vont devoir céder pour les travaux n'ont décidément pas d'autre choix,
mais veulent rester attachés à l'espoir d'être dédommagés. Un sujet qui n'a pour le moment pas été abordé par les nouvelles autorités du pays. Dans l'actualité également, c'est parti pour les premières audiences à la Cour de répression des infractions, économiques et financières sur les 2 personnes programmées. Une seule personne a assisté à l'audience. Il s'agit de Fassine Camara, poursuivi pour le blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et corruption. À la demande de son avocat, l'affaire a été renvoyée au 20 avril prochain. Cette procédure concerne un dossier qui a eu lieu à la CENI relatif à un montant de 2 milliards de francs guinéens. Alceni Camara pour le compte rendu. C'est dans cette salle où vont se tenir les audiences de la Cour de répression des crimes économiques et financiers. Aujourd'hui, 2 personnes sont à la barre. Mohamed Kébé et Fassine Camara, tous 2 poursuivis pour blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et corruption. Une affaire qui a eu lieu à la Commission électorale nationale indépendante et concerne 2 milliards de francs guinéens. Mohamed Kaba et son avocat ne se sont pas présentés à l'audience. D'autres prévenus, Fassine et son avocat, ont répondu présents et ont demandé le renvoi de l'audience. Pour des raisons de calendrier des avocats de la défense, ils ont sollicité un renvoi. Et vous le savez que l'assistance des avocats est obligatoire ou nécessaire pour un meilleur jugement et pour une meilleure administration des décisions de justice. Donc nous avons concédé à cela, sachant pertinemment que la semaine prochaine, ils vont revenir pour que cette audience continue. L'audience est donc renvoyée au 20 avril prochain, au grand regret de l'avocat de la défense qui réclamait un renvoi à 2 semaines. Il rassure de sa ferme volonté de prouver l'innocence de son client. Nous avons demandé déjà pour 2 semaines. On n'a pas obtenu 2 semaines, on a obtenu 1 semaine. Cela pourra permettre des uns et des autres pour préparer l'audience prochaine. L'agent judiciaire de l'État salue ce premier procès devant la CRIEF et espère que l'État de droit continuera sa marche dans notre pays. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que des faits tels que annoncés tout à l'heure par l'acte de la CRIEF, que des personnes soient poursuivies pour des infractions de cette nature. Donc, pour nous, partie civile, nous sommes très réjouis. À rappeler qu'aucun de ces 2 prévenus n'est détenu et reviendront le mercredi prochain. Le pardon et la réconciliation au cœur des assises nationales lancées lundi dernier en Guinée. C'est l'objectif visé par le président de la transition qui est à l'origine de cette initiative. Sur le terrain, certains citoyens demandent justice et réparation avant d'accepter le pardon mutuel. Bernard Kondouno et Ibrahima Al-Kamara pour le reportage. Le 16 septembre 2013, Boubacar Ba, à l'époque vendeur des livres coraniques au rond-point de Bambeto, a été ligoté puis trimballé lors d'une manifestation politique par des hommes en uniforme, dit-il. Ils m'ont ligoté et trimballé jusqu'à Nyariwada. Ils m'ont mis dans le caniveau croyant que j'étais mort. Cet accident a freiné les activités du jeune. Handicapé et sans aucun soutien, Boubacar est aujourd'hui gestionnaire de toilettes pour trouver son quotidien. Lundi dernier, le Comité national des assises a lancé les journées de pardon, de vérité et de réconciliation à travers le pays. Boubacar dit ne pas être prêt à pardonner du moment où il n'a bénéficié d'aucune attention particulière des autorités depuis déjà 9 ans. Moi, je ne peux pas pardonner. Je suis un handicapé. Si au moins j'avais une assistance, je pouvais pardonner. Asma Oubari est à la tête de l'association des victimes du 28 septembre 2009. Elle trouve intéressante cette initiative, mais reste catégorique sur sa position, la justice avant le pardon. Les assises, c'est très important. Et c'est par ces assises aussi on peut passer pour dire nos attentes, pour expliquer au gouvernement. Le pardon peut venir, mais il faut d'abord aller vers la justice. Il faut aller vers quand on parle de justice, il faut parler aussi de réparation, il faut parler aussi
des garanties de non-répétition. Dans tous ces cas, on peut arriver à un pardon. Comme le jeune Boubacar, elles sont nombreuses ces victimes qui attendent d'être rétablies dans leurs droits avant de tourner la page. Nous restons dans le même registre. À peine lancées à l'intérieur du pays, les premières journées des assises nationales ne connaîtront pas la mobilisation des citoyens. À Cancan, fief du régime défunt, les citoyens ont carrément boudé la grande permanence où s'est tenu le lancement des assises préfectorales. Cependant, chacun y va de son commentaire. Des sociologues et des acteurs de la société civile trouvent aussi d'autres motivations sociologiques qui pourraient expliquer ce manque d'engouement. Le reportage est signé Ali Badra Kamara, Ibrahim Assouma. Démarrées il y a quelques jours, les assises nationales déconcentrées à l'intérieur du pays se heurtent à une réticence dans certaines localités. C'est le cas par exemple des régions des Zérékouré et Cancan. Si ce manque d'engouement se justifie par manque de communication, les sociologues estiment que le CNRD a brisé les étapes d'une assise participative et inclusive. Il faut repenser notre histoire. Il faut repenser l'histoire. Et on ne peut pas parler de l'histoire sans les historiens. Ce n'est pas possible. La question d'assises est une question sociale. On ne peut pas en parler sans les sociologues, sans les anthropologues. Ce n'est pas possible. L'ancien chercheur soutient que toute démarche d'acceptation, de pardon et de réconciliation nationale qui n'implique pas les préalables est vouée à l'échec. Une situation qui le fait douter de la sincérité de ces assises nationales. La question d'assises ne peut pas être spontanée, ça ne peut pas naître de la spontanéité. Et quand c'est spontané, le citoyen lambda que je suis, je peux penser que c'est un stratagème pour le système en place pour gagner en temps. Ce manque d'engouement constaté dans certaines villes ne surprend pas cet acteur de la société civile. Zérékouré d'ailleurs, qui est une localité qui a connu beaucoup de conflits, beaucoup de tensions et sur plusieurs aspects. Et beaucoup de ces victimes affirment aujourd'hui clairement qu'ils n'ont pas été informés ni impliqués dans ces assises-là. Comment vous voulez qu'à la fin de compte qu'on puisse avoir le résultat que nous souhaitons? À date, aucun budget n'a été publié pour la réalisation des assises nationales. Le comité national devrait rendre compte aux Guinéens à la fin des activités, a-t-il conclu. Et puis dans la ville des Agrumes, les conseillers nationaux suivent une session de formation pour renforcer leurs capacités sur la pratique parlementaire. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par Dr Dansa Kourma, le président du CNT. C'est un compte rendu signé Aboubakar Kevin Silla, Djibril Kamara. Exprimé lors de la première plénière des conseils nationaux, cette session de formation vise à renforcer les capacités des conseillers qui, pour dit-on, sont à leur première expérience parlementaire. Les capacités que le CNT aura, c'est pour comprendre le fonctionnement du Parlement. Nous sommes tous, la plupart, 99% sont à leur première expérience de parlementaire. Il faut comprendre le travail parlementaire parce que nous sommes des parlementaires avec une particularité. Nous ne sommes pas élus. Le Conseil national de la transition qui fait office de Parlement pendant cette période cruciale de notre pays a un certain nombre de visions, comme nous explique son président. Nous avons une vision d'avoir une Guinée démocratique avec des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation. C'est la vision de la transition. Renforcer les capacités des conseils nationaux sur les pratiques parlementaires est aujourd'hui une impérieuse nécessité. Cette session de formation est rendue possible grâce à un accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement. Dans cette période cruciale du pays, nous nous sommes engagés à soutenir le Conseil national de la transition dans sa fonction magistrale, qui est non seulement de permettre la plus grande inclusivité possible, d'avoir une législation dynamique, inclusive, mobilisatrice. Sur la notion de l'intégrité et l'impartialité dans l'exercice du travail des conseils nationaux, Dr Dansa Kourma, président du CNT, rappelle. La plus importante qu'un représentant du peuple doit observer, être intègre, c'est d'agir conformément aux lois, agir conformément aux valeurs morales les plus élevées et de partager et inscrire les bonnes pratiques.
Le lancement des travaux de cette session de formation de renforcement des capacités des conseillers nationaux a eu lieu ce mardi dans la capitale de légumes en présence de quelques autorités locales. Et puis, le procureur général près de la cour d'appel de Conakry était récemment en mission d'inspection dans certaines préfectures de la Basse-Côte. Alphonse Charles Wright a repris la route de Fourcaria où il a assisté à l'incinération d'une importante quantité de chanvre indien. Mais avant, sa délégation a fait escale au commissariat de Matoto pour voir comment fonctionnent ces services. Mamadou Sadio Baldé pour plus d'explications. Charles Wright n'aura pas pris assez de temps pour remarquer un déficit dans le fonctionnement des services. Les OPJ ont du mal à être opérationnels comme l'exige la loi. Ils se sont rendus à l'évidence quand il fallait qualifier un dossier déjà enregistré. Dans les prochains jours, une formation de remise à niveau sera organisée à leur intention. Il n'y a pas d'adéquation entre les plaintes reçues et les PV transmis. Ça, il y a un problème. Direction la préfecture de Fourcaria. Récemment, il y était en séjour avec sa délégation lorsqu'un minibus rempli de chanvre indien a été saisi par les services de sécurité. Il fallait assurer un suivi et finalement procéder à une incinération. Ces substances, les auteurs cependant, c'est cette malchance qu'on a pour l'instant, mais l'instruction continue son cours normal parce qu'il y a eu une ouverture d'information contre X. C'est pour dire que c'est un fléau qui ne concerne pas que la justice. Il faut que les citoyens collaborent à tous les niveaux pour pouvoir dénoncer. Le préfet se dit engagé à lutter contre toutes sortes de trafics. Seulement, il manque de ressources humaines. Pire, entre la Guinée et la Sierra Leone, il existe plus de 100 points d'entrée. Je veux attirer l'attention de M. le procureur général de la République de nous aider à ériger les barrages au long de frontières. On a 105 points ouverts de l'entrée, de Kindia jusqu'à Isibenti. Ceci, on ne pourra pas contrôler. Quelle que soit l'efficacité des services de sécurité, on ne pourra pas contrôler. Il faut que vous nous aidiez auprès des autorités compétentes de nous laisser ériger les barrages pour freiner un peu la circulation des drogues. Le procureur de la République salue l'engagement de son responsable hiérarchique. Quand, n'est-ce pas, les trafiquants sont informés ou ils savent qu'ils sont pris en filature, ils abandonnent la marchandise, la mauvaise marchandise, ils prennent la poudre d'escampette. Ces visites inopinées de Charles Wright consistent à débrayer le chemin pour ces missionnaires qui seront très bientôt déployés dans sa juridiction. La Fédération nationale des artisans de Guinée, en collaboration avec le département de la culture, a organisé une journée de réflexion pour la mise en place de la Chambre d'artisanat et des métiers. Ces 3 journées seront mises à profit pour lancer les travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement du secteur de l'artisanat et la révision du code de l'artisanat en République de Guinée. Mohamed Valektouré. C'est dans le but de défendre les intérêts des artisans et d'assurer le développement du secteur que le département de la culture, à travers la Fédération nationale des artisans de Guinée, a organisé cette journée de réflexion pour la mise en place de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Pour faciliter le fonctionnement de cette nouvelle chambre, le département a inscrit dans son plan d'action au titre de l'année 2022 un projet de journée de réflexion afin de permettre à la Guinée de poser les premiers jalons de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Le moment est venu d'offrir à nos artisans un instrument efficace et pérenne qui développera les programmes et actions concrètes de renforcement des capacités dans le domaine de la technologie, de l'innovation, de la commercialisation et de la gestion des entreprises artisanales. Une occasion pour la structure fêtière et l'ensemble des acteurs d'échanger des idées et des expériences sous l'appui des experts de différents pays présents, pour mieux offrir des éléments d'information qui permettront d'obtenir les premières propositions. Après l'agriculture, nous sommes 300 000 artisans, 300 000 micro-petites entreprises. Ce n'est pas à négliger dans un pays. Le secteur de l'artisanat guinéen représente plus de 40% de la production manufacturière et occupe 42% des activités économiques des femmes selon les statistiques. Malheureusement, les artisans guinéens souffrent d'un manque de formation, d'infrastructures, d'approvisionnement de matières premières, surtout de soutien. Nous comptons avoir suffisamment d'éléments institutionnels, réglementaires, nous permettant de mettre en place la Chambre de l'artisanat et des métiers en Guinée. L'organisation des journées de réflexion est une étape du processus de mise en place de la Chambre de l'artisanat et des métiers
qui favorise non seulement la formation et l'apprentissage professionnel des artisans, mais aussi de l'accompagnement à la création d'entreprises artisanales et la compétitivité des produits artisanaux. Autre sujet, dans ce journal, les enseignants contractuels de l'enseignement préuniversitaire dénoncent la non-satisfaction de leurs recommandations dans le protocole d'accord récemment signé entre l'intercentrale syndicale et le gouvernement guinéen. Dans le dit protocole, il est plutôt mentionné qu'ils fassent le concours pour être engagés à la fonction publique, pendant que ceux de l'enseignement supérieur ont été engagés sans concours. C'est une injustice, regrettent les contractuels. Ils exigent à être engagés à leur tour sans passer par le concours. Les détails avec André Mossier-Milimono, Ibrahima Soli Kamara. Ce sont des enseignants contractuels remontés et frustrés contre ce qu'ils qualifient d'injustice à leur égard. Le point 17 du protocole d'accord prévoit d'engager les homologues de l'enseignement supérieur sans aucun concours, tandis qu'il leur est exigé, eux, de passer le concours. Chose qu'ils ne comprennent pas. Nous trouvons que ce n'est pas juste, ces 2 poids 2 mesures, ce n'est pas normal du tout. Nous avons compris qu'ils n'étaient pas partis en négociation pour défendre la cause des enseignants contractuels. Une injustice qu'ils ne sont pas prêts à cautionner. C'est pourquoi ils demandent à être intégrés aussi à la fonction publique sans concours. Nous savons que le concours en République de Guinée, c'est amuser les gogos. Nous voulons notre intégration à la fonction publique sans condition, comme ils l'ont fait pour ceux de l'enseignement supérieur, pour ceux de la santé. Sont-ils victimes d'injustice? Kadia Touba de l'USTG n'est pas d'avis. Cette syndicaliste qui a participé à ces négociations tente de lever l'équivoque sur ce point 17 du protocole d'accord. À l'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs et homologues et chercheurs qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, ils ont signé une convention avec la fonction publique. Ils ne sont jamais passés par un concours de recrutement pour intégrer la fonction publique. Elle rassure que ces concours ne seront ouverts qu'aux enseignants contractuels et seront organisés de façon transparente. Pendant ce temps, les concernés, eux, prévoient des mouvements de protestation les prochains jours pour se faire entendre. C'était le 5 septembre dernier, à la prise du pouvoir par le CNRD, un jeune homme âgé de 31 ans a été percuté par le véhicule des membres du CNRD. Mamadou Salou Diallo, c'est son nom, risque de perdre l'usage de son pied si rien n'est fait. Une de nos équipes de reportage était aujourd'hui à son domicile pour évoquer sa mésaventure. Mais attention, les images sont choquantes. Mohamed Valektoré, Yacouba Traoré. La victime, Mamadou Salou Diallo, est âgé de 31 ans. Il a eu un pied presque broyé dans l'accident le jour de la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Selon ses explications, c'était au rond-point de Bambeto devant une foule compacte qui a accompagné la junte à la RTG qu'un véhicule militaire en pleine manœuvre a marché sur son pied, lui causant des blessures graves. Il a eu la vie sauve grâce à l'assistance de quelques passants. Il revient sur sa mésaventure. J'ai vu automatiquement le camion blindé du président en question. Donc je suis descendu sur la moto, je suis venu m'agripper, m'accrocher derrière la voiture. À la descente de la voiture s'est reculée, elle m'a tapé au niveau du hanche. Je suis tombé, le pneu de derrière côté chauffeur est venu me monter, me broyer l'os. Déjà 8 mois depuis que l'accident s'est produit, aucune prise en charge n'a été assurée de la part des nouvelles autorités. Il aurait tenté plusieurs fois avec le numéro vert en vain. Son pied endommagé, sa situation nécessite une évacuation selon le médecin traitant. Mamadou Salou Diallo, diplômé en langue anglaise, ne pratique aucune activité. Il est aujourd'hui entre la maison et la cour. J'ai fait l'opération. Jusqu'à présent, je suis resté à l'hôpital là-bas 4 mois, 28 jours. De l'hôpital là-bas, chaque fois j'appelais le numéro vert de CNRD. Quand je les communique jusque là où je suis comme ça, là, ils vont remonter les informations. La victime demande aux nouvelles autorités de lui venir en aide. Il est terrifié par l'idée de perdre l'usage de son pied. Si je gagne quelqu'un qui peut me soutenir à faire une évacuation, parce que je commence à ressentir que les os, là où ça est, ça fait des frottements, parfois ça me craque à l'intérieur. Les médecins traitants parlent de fixateurs externes. Un mode d'ostéosynthèse caractérisé par le fait que l'implant principal est situé en dehors de l'organisme. Aujourd'hui, le jeune Mamadou ne sait plus à quel sein se vouer. Prompt rétablissement à Amadou Salou.
Dans quelques mois seulement, les personnes vivant avec un handicap dans la région administrative de Kindia ne seront plus dans la rue pour mendier. Pour mettre un terme à cette pratique peu honorable, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, vient de procéder ce mercredi à la pose de la première pierre d'un centre régional d'apprentissage et de métier pour les personnes à mobilité réduite. Reportage Aboubakar Silla. Ce projet existait depuis 2019, mais il a fallu l'avènement du CNRD pour le démarrer. L'initiative est du gouvernement guinéen à travers le département de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Ce mercredi, dans la commune rurale de Frigabé, la pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu en présence de plusieurs autorités. On est enclin à penser que celui qui mendie, qui est dans la rue, c'est parce qu'il n'a pas de métier. Parce que la mendicité est abaissante et on y laisse un peu de sa dignité. Désormais, les personnes handicapées de la région administrative de Kindia n'iront plus dans la capitale ou encore moins dans les autres régions du pays pour mendier. Dans 2 ans, elles pourront bénéficier d'un centre régional d'apprentissage de métier. Nous sommes tellement heureux d'avoir ce bijou parce que ça évitera que les personnes handicapées qui mendient dans les rues quittent les rues. 24 mois est le délai d'exécution de ce projet. Parlant de la composition de l'édifice, la responsable de l'entreprise en charge nous explique. On a un bâtiment administratif, on a 3 blocs de salles de formation, tout réuni fait 10 bâtiments. La Guinée, fidèle à ses engagements internationaux, a tout de même ratifié la convention relative aux personnes handicapées. Selon le directeur du bureau stratégie de développement du département de la promotion féminine, il y a une loi sur ces catégories de personnes en Guinée. Dans cette loi, il y a des obligations que l'État doit respecter. Et donc, parmi ces obligations, il y a la formation. Sur le site ce mercredi, en dehors des autorités du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, quelques autorités locales de Kindia ont aussi pris part à la cérémonie de la pose de la première pierre de ce centre. Depuis dimanche 10 avril, les chrétiens catholiques sont entrés dans la Semaine Sainte, temps essentiel pendant lequel ils commémorent les derniers jours de la vie terrestre de Jésus de Nazareth, Rameau, Jeudi Saint, Vendredi Saint, Triduum Pascal, entre autres. À chaque jour, sa signification. Antoinette Dédé Onivogé a interrogé un prêtre pour plus d'explications. La Semaine Sainte est une traversée dramatique des derniers instants de la vie de Jésus, tels qu'ils sont racontés dans les évangiles. Située à la fin du carême, elle fait mémoire de son arrivée à Jérusalem, son dernier repas, son arrestation puis sa mort sur la croix et enfin sa résurrection pendant la nuit de Pâques. La liturgie propose pour cela de nombreuses célébrations qui permettent aux croyants de vivre ces moments avec force. Et cette semaine, elle se déroule de manière vraiment spirituelle et il est demandé aux chrétiens de faire de ce temps un moment de grand recueillement. C'est vrai que tout le long du carême, il y a eu déjà cette démarche de recueillement, de prière. Mais pendant la Semaine Sainte, il y a des moments forts qui nous sont présentés. C'est toujours pendant cette semaine que Jésus va instituer l'Eucharistie, le sacerdoce, dans le but de continuer sa mission. Alors le Triduum, le Jeudi Saint, Jésus, avec ses disciples, va leur laisser quelque chose. Il dit, je m'en vais, mais voilà ce que je vous laisse, et de précieux. Vous devez faire cela en mémoire de moi pour continuer ce que j'ai commencé avec vous. Il va instituer l'Eucharistie, la messe, et pour que chaque fois que cela est célébré, c'est sa présence qui se continue dans le monde. Le père curé de la paroisse Saint-Michel de Coléa ajoute qu'en vivant sainement cette semaine, Dieu agit toujours dans nos vies. Le plus important, c'est de bénéficier de sa grâce. Je crois que c'est la vertu fondamentale, la vertu de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu en permanence. Et je crois qu'en vivant notre Semaine Sainte de manière intense, Dieu agit toujours dans notre vie. Il fait de grandes choses. Cette période de l'année liturgique, marquée par la prière, le jeûne et la pénitence, prépare les fidèles à la joie du Christ. À présent, place à notre angle. De nos
nos jours, la césarienne est de plus en plus pratiquée dans les hôpitaux guinéens. Sous son régime, l'ancien président Alpha Condé, pour tenir une de ses promesses présidentielles, l'avait rendue gratuite. Mais à ce jour, sur le terrain, la réalité est cependant tout autre. Nos reporters Marissa Camara, Ibrahima Walkamara et Adouba ont tenté de comprendre le pourquoi. Aucune femme ne devrait perdre la vie en donnant une vie. C'est la logique qu'intègrent les autorités guinéennes. Dans tous les hôpitaux de la République de Guinée, l'accouchement par césarienne reste gratuit. Une décision sous le régime Alpha Condé, une manière d'assister les femmes qui donnent la vie. À Ignasdine, par exemple, la gratuité de la césarienne est effective. Depuis autant avant le professeur Alpha Condé, la césarienne était gratuite. Donc jusqu'à présent, ça continue. La césarienne, elle est gratuite. C'est vrai, des fois on a des difficultés, mais le directeur achète toujours les médicaments. Si nous sommes en rupture, il fait face à cela. Ou bien, si c'est tard, là, des fois aussi les parents achètent. Mais ça reste gratuit. L'État envoie les médicaments. Et les médicaments étaient là. Et c'est rarement des fois qu'on a des ruptures. Sinon, les médicaments sont là et on arrive à faire face à cela. Ça, c'est bien avant le professeur Alpha Condé, bien avant le régime des femmes. Et généralement, les femmes qui sont évacuées en urgence, on les prend en urgence. Et c'est vrai, des fois, il y a les médicaments qu'on n'en a pas, c'est des spécialités, mais c'est les parents qui achètent. Ou bien, si c'est le matin, on court, on va vers le directeur, il achète. Ou le médecin-chef, il achète, c'est comme ça. Partout dans le monde, la césarienne se pratique sous anesthésie. Une intervention chirurgicale qui extrait un bébé de l'utérus maternel. Une intervention qui a lieu lorsque l'accouchement par voie basse devient impossible. À peine sortie du bloc opératoire, cette femme nous confie qu'elle a été gratuitement césarisée dans cet hôpital et dans de très bonnes conditions. Je n'ai pas payé, Marie n'a pas payé. Elle n'a pas payé. Ça s'est bien passé. L'hôpital régional d'Anta, c'est une des meilleurs hôpitaux parce que depuis que je suis venu, ils ont pris leur temps, le médecin en chef, tout à coup avec leur toute l'équipe se sont bien occupés de moi. Ça s'est bien passé quand même. Par manque de liquide amniotique, cette autre femme a été obligée d'accoucher par césarienne. Chaque femme a besoin de liquide amniotique pour accoucher par voie basse. Je manquais de ce liquide, raison pour laquelle j'ai accouché par césarienne. De complication en complication, Tadiatou Conté a dû subir une intervention chirurgicale. Elle a cependant perdu son enfant. J'ai beaucoup souffert lors de l'accouchement, mais Dieu merci, les médecins m'ont aidé à m'en sortir. Malheureusement, mon enfant n'a pas survécu. Pour certaines, la réalité est tout autre. C'est le cas de Mawa Kamara. À l'hôpital communal de Matam, elle a dû payer 650 000 francs guinéens. J'ai été césariée à l'hôpital de la commune de Matam. J'ai payé de l'argent, 650 000 francs. Et les salles n'étaient pas du tout bonnes. Il n'y a pas de ventilateur, il y a trop de moustiques, trop de choses même qui sont inacceptables dans un hôpital. Pour le lit, quand même, je ne me rappelle pas du son. À la base des expériences vécues, cette spécialiste nous explique les raisons de cette pratique. C'est lié aux complications de la grossesse. Il y a d'autres qui viennent avec hématome rétroplacentaire. Il y a d'autres aussi qui viennent avec gros fœtus et avec bassin rétréci. Donc tout ça, là, ça demande une intervention chirurgicale par césarienne. Pour la prise en charge, cette sage-femme invite toutes les femmes de venir à temps à l'hôpital avant les complications. Aux femmes, c'est de se faire consulter, de venir à l'hôpital. Il ne faut pas attendre qu'il y ait problème pour venir à l'hôpital.
La maternité d'Ignace Dine, c'est le haut niveau, c'est la dernière phase qui reçoit les urgences. Chez nous, ici, on ne reçoit que des urgences. Beaucoup d'urgences venant des maisons d'accouchement, des cliniques, des centres de santé, des CMC. Tout le monde, c'est le dernier recours. Donc, ce que je dirais, c'est de venir à l'hôpital à temps. Et à mes collègues aussi, c'est de référer à temps. D'envoyer, dès que vous voyez qu'il y a complication, c'est d'envoyer la femme à temps pour qu'on puisse faire la prise en charge. La césarienne peut être programmée ou réalisée en situation d'urgence. Si certaines femmes, par peur des douleurs de l'accouchement, optent pour la césarienne, d'autres, par contre, sont contraintes d'y passer. Dans tous les cas, l'opération ne doit être payante dans aucune structure publique, sa gratuité étant accordée. À présent, partons avec la rubrique Public Reportage. Stockholm plus 50 est une réunion internationale convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle se tiendra à Stockholm en Suède les 2 et 3 juin 2022. Elle commémore les 50 ans de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972. En prélude de cette rencontre, des consultations sont organisées dans différents pays. En Guinée, c'est le ministère de l'Énergie qui a donné le coup d'envoi des échéances. Vous allez sur le reportage de Mamadou Kalisso et Kéron Sadouba. Ensuite, l'agence belge de coopération Enabel vient d'offrir des tablettes à plusieurs structures sanitaires de Kindia et dans d'autres régions du pays. Ceci pour guider les agents de santé dans leur consultation de planning familial et le cas des VBG avec l'identification d'un diagnostic et la proposition d'un traitement adapté à la situation de la femme, ce qui permet d'améliorer la qualité des soins offerts. Reportage de Makura Koulibaly. L'objectif de cet atelier est de présenter les attentes de la conférence de Stockholm plus 50 en vue de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes sur la méthodologie de travail pour une meilleure réussite de la conférence. C'est très important de faire ces consultations nationales parce que ça permettra de faire remonter la voix de la Guinée au niveau international, mais aussi de se poser les bonnes questions ici. Comme le disait Monsieur le ministre, la Guinée est riche de ses ressources naturelles, de sa biodiversité, de ses ressources en eau. Malheureusement, ces ressources n'ont pas été gérées de façon durable. Elles sont extrêmement menacées. Et donc cette richesse risque de disparaître très rapidement, bien plus vite que l'on ne pense. Le réchauffement climatique est l'une des préoccupations majeures de l'humanité. La planète est menacée par la course au développement des pays industrialisés et la déforestation dans les pays sous-développés. En Guinée, le ministre de l'Énergie invite ses homologues à prendre les dispositions nécessaires pour endiguer l'agriculture sur brûlés, les feux de brousse, entre autres. Dans les 6 mois à venir, nous aurons non seulement suffisamment de gaz butane dans notre plan, mais également nous aurons de l'électricité partout. Mais cela ne suffit pas. Ceux qui coupent les forêts sauvagement pour le bois, essayer de mettre un service de contrôle à cet effet. Le PNUD a été désigné pour faciliter l'ensemble des consultations. En Guinée, le débat portera sur l'énergie, l'agriculture, les déchets et la foresterie. Cette activité se situe dans le cadre du projet Elle décide de l'Agence belge de développement Enabel, un projet mis en œuvre par Terre des Hommes dont l'objectif vise à renforcer les capacités des prestataires de la santé, mais aussi des communautés pour une offre de qualité et un meilleur accès des services de santé sexuelle et reproductive. Chez Enabel, on cherche vraiment à améliorer l'accès aux droits sexuels et reproductifs et pour pouvoir y arriver, ça passe aussi par une amélioration de la qualité des soins, mais c'est aussi très important de pouvoir documenter correctement les différents cas. Donc, au niveau des centres de santé, les tablettes serviront à la mise en œuvre de l'application REC Maternité, un outil innovant d'appui aux consultations de santé sexuelle et périnatale. Nous avons reçu ces tablettes de la part d'Enabel. C'est pour pouvoir voir la situation avec les sages-femmes. Quelles sont ces situations? C'est des problèmes. Ça, c'est règle maternité.
pour pouvoir faire remonter des données digitalisées, mais avec les sages-femmes. Selon les initiateurs, cet outil digital permettra de guider les agents de santé dans leurs consultations de planning familial et les cas de VBJ avec l'identification d'un diagnostic de proposition d'un traitement adapté à la situation de la femme, ce qui permet d'améliorer la qualité des soins offerts. Qu'est-ce qui nous a motivé à donner ces tablettes? C'est pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des femmes et des filles et aussi une meilleure prise en charge des cas de VBG. Ce projet est mis en œuvre dans 15 centres de santé et collectivités des préfectures de Télimilé, Mamou et Kinya. Dans la capitale des légumes, 3 centres de santé ont bénéficié de cet appui de l'Agence belge de développement. Aujourd'hui, nous avons reçu les tablettes, nous avons reçu aussi un mannequin et aussi des trucs pour la réanimation. Donc nous promettons de les utiliser à bon échéant. Ce matériel va servir à la formation et au coaching du personnel soignant par la méthode de simulation. C'est avec donc cette rubrique Public Reportage que ce journal s'achève. Il a été coordonné par Mamadou Saliouba et dirigé à la régie par Lamine Sidibé. Merci à tous de votre aimable attention et bon suite de programme sur Espace TV. Au revoir.